s'est fondée en août 2012 avec comme objet dans l'association respecter, reconnaître, organiser les travailleurs bifins et les marchés. Il fallait qu'on crée une association parce qu'après avoir fait plusieurs manifestations, on était un collectif à l'époque, donc on faisait des manifs en soutien des droits des bifins et on travaillait avec certains élus pour qu'il y ait des votes, des décisions favorables au marché des bifins. À l'époque, le marché des bifins, il n'y en avait pas. Enfin, organisé, il n'y en avait pas. Par contre, il y en avait beaucoup à Belleville, beaucoup à Porte-Montreuil, beaucoup à Porte-Montmartre, en dehors du carré des bifins. Okay. Il y avait le carré des bifins qui s'était créé avec notre militance, quoi. D'accord. Mais 2008-2009, c'est ça le carré des bifins 2009, ouais, 2009. Le carré des bifins. Et il y avait une lutte qui avait commencé, je pense, en 2005, suite justement aux menaces de la BAC soutenues par le maire par la mairie du 18e qui voulait virer une dizaine de bifins qui logeaient en marge du marché aux puces non organisé de Porte-Montmartre. Il y avait 10-15 bifins qui avaient construit leur baraque le long du périph' et qui étaient menacés d'être cassés, d'être virés, quoi. Et du coup, comme c'était des bifins qui stockaient le matériel juste à côté d'où ils vendaient, il y a un élu, un conseiller de quartier, des militants, des voisins, des bifins et des acheteurs qui sont associés pour dire non, en fait, il faut un relogement. Et de cette demande de respect du toit, quoi, même s'il est précaire, par capillarité, on a commencé à manifester contre les interdictions de vente, les confiscations sans inventaire, les destructions des biens des bifins qui vendent sans autorisation. Et du coup, comme il y a eu encore plus de répression, encore plus de bennes privées, encore plus de police de différents styles, on a commencé à militer pour les droits des bifins. Et au bout de quelques années, moi je les ai rencontrés en 2008, et au bout d'un an et demi, on a gagné. L'ancien ministre de l'Intérieur, député maire à l'époque, monsieur Vaillant, a dit ok, on va faire un marché des bifins de 100 places qu'on va confier à une association. Aurore a dit oui, on est là, donc ils ont commencé à organiser. Donc là, j'ai commencé à participer à la mise en œuvre de ce truc, quoi, en tant que soutien des bifins, pour voir un peu comment faire, quoi, tout simplement. Et puis quand il y a eu le marché des bifins, les bifins du 18e m'ont dit il faut que dans le 20e, à Porte-Montreuil, il y ait pareil. Les bifins organisés, ceux qui avaient gagné leur place, qui avaient milité, sont des retraités sous la plupart, quoi, m'ont demandé d'aller demander à la maire du 20e la même chose. Donc c'est ce que j'ai fait. On n'a pas eu de réponse. Du coup, j'ai refait un mail, on n'a pas eu de réponse. Du coup, on a fait une manif 2010 pour avoir accès au moins au dialogue social. Et un collectif de soutien aux bifins s'est monté, avec des gens de Belleville, des gens de Porte-Montreuil et les élus verts et les élus LFI, à l'époque c'était pas LFI, c'était Simonette, ça c'était Nouvelle Gauche. Et j'ai pu faire la promotion bien fondée de cette participation politique en faveur des bifins auprès de la région, des Verts, qu'on fait voter avec le PS, tout ça. À l'époque c'était Huchon, le président de la région. 1 million d'euros pour les bifins, c'était en 2010, en décembre 2010. Et donc ensuite j'ai dit super, maintenant que je vous ai envoyé les textes, maintenant que ça a été voté, qu'est-ce qui se passe ? Zéro réponse, des Verts. Laure Le Châtelier, elle s'appelait à l'époque, la nana responsable. Du coup j'ai rappelé, pareil que le PS oppressif, quoi, ceux qui nous soutenaient, quand il y avait 1 million de votés avec le PS, ils ne nous parlaient plus. Du coup, Aurore a pris 80 000 comme ça, quoi. Le lendemain que c'était voté, ils avaient déjà 80 000 sur le compte, presque, pour un bus qui a disparu au bout d'un an, double decker, un bus anglais, pour recevoir les bifins à Porte-Montmartre, dans les marchés, que les gens puissent boire un café au chaud, ce qui était bien. Et Calandra, la maire PS, a obtenu 200 000 euros pour une recyclerie à Porte-Montreuil, pour Emmaüs. Pourquoi 200 000 ? Parce qu'ils allaient mettre en œuvre une idée qui était la nôtre, même si elle est pas appliquée, même si elle est encore à concrétiser, qui était une sorte de bif converteur. Les bifins viennent, ils vendent en direct ce que l'asso va vendre après. C'est-à-dire repartent avec de l'argent. C'était une idée. Elle a été reprise pour financer 200 000 la recyclerie d'Emmaüs coup de main à Porte-Montreuil. Et évidemment, aucun bifin n'a été embauché. Jamais ils nous ont appelés en disant « Ah salut, vous êtes le collectif, on a eu 200 000 grâce à vous, qu'est-ce qu'on fait pour les bifins ?» Ils ont dévoyé 300 000 euros tous ensemble, sans que ça rentre
dans la poche des bifins. Quand on est revenu manifester pour dire bon bah voilà, vous avez filé 200 000 mais c'est hors sujet, en fait ça ne sert à rien, donc on a refait des manifs. Et là, on nous a dit ouais, mais vous n'êtes pas légitime, vous êtes qui, vous n'êtes pas des bifins, machin. De toute façon, les bifins ne veulent pas être organisés, ils veulent vendre comme ça. Donc, on a fait une asso pour être légitime et légal, quoi, en gros, pour exister. Et avant ça, on avait commencé à trouver des places sur des vides-greniers gratuites par charité humanitaire, en gros. Et pendant qu'on était une vingtaine à vendre. Auprès des organisateurs solidaires, on s'est dit bah tiens, on peut les aider en échange, quoi, qu'on paye pas 10 € ou 20 € le mètre, on peut leur filer un petit coup de main, évidemment nettoyer notre espace à nous pour pas que ce soit à leur charge, et puis on a remarqué qu'il y avait pas mal de récup à faire, et du coup bah on a commencé à s'intégrer dans pas mal de vides-greniers à partir de 2010. D'accord. Où on a fait plein de vides-greniers, on allait vendre avec les bifins, on allait se faire connaître, diffuser des flyers pour dire voilà, récupérer 2-3 trucs. Donc on a pu faire une équipe de travail bifin, parce que militer, se réunir, militer, gagner, c'est bien, mais c'est une victoire tellement limitante que c'est pas une victoire en fait, c'est un grain de sable, quoi. C'est un premier pas, mais c'est pas encore le droit commun, quoi, pour nous. Du coup, on s'est organisé comme ça pour avoir une régularité dans l'accès au travail décent, quoi, sécurisé, organisé. Et après, on a fait une asso, c'est fondé en août 2012. Et en mars 2013, on a gagné auprès de la mairie de Montreuil 1500 € qui viennent de l'Europe sur un agenda 21 appel à ville durable, un truc comme ça. Donc l'Europe finance, enfin les mairies demandent des financements à l'Europe pour des trucs durables. C'était sous Voinet. On avait eu 3 marchés à titre expérimental. Donc on a reçu 1500 € pour 3 marchés, donc 500 € par marché. Donc on a commencé à vendre ce qui était la demande et ce qui reste la demande ultra majoritaire, enfin, la plus commune des bifins, c'est un marché pour vendre. Commencer le marché une fois par mois. Grâce au marché en mars 2013, une fois par mois, on a pu s'organiser autour de notre travail. Avant, on s'organisait autour des confiscations, de la répression. Bon, c'était des lieux de discussion communautaire, quoi. On raconte nos vies entre nous et tout. Et on essaye d'être solidaires. Mais on n'avait pas de travail. Or, c'est des travailleurs, donc il faut du travail pour se réunir. Donc là, on avait un travail, celui d'organiser le marché, parce qu'on a été responsable du marché. À l'époque, la mairie venait encore récupérer les invendus, donc on faisait que l'organisation des places, les cartes, la charte, la sécurité, tout ça. Mais on récupérait pas les déchets, donc on s'organisait une fois par semaine pour préparer le marché du mois. Et avec ce droit au travail, une fois par mois, on a pu s'organiser en tant que travailleur. L'association a pris ses responsabilités. Certains bifins en même temps vendaient, en même temps organisaient le truc et tout, à titre bénévole d'ailleurs. Et ensuite, à force de réunion, maintenant qu'on avait ce marché, qu'on avait un lieu pour écouler la marchandise, parce que c'est pas tout de récupérer, si t'as nulle part pour vendre. Du coup, maintenant qu'on pouvait écouler la marchandise des bifins légalement, avec une date fixe, avec des clients qui venaient, tout ça, on s'est aperçu que la totalité des gens présents dans les marchés et en tout cas dans les réunions n'avaient pas de lieu de stockage, que leur maison était trop petite, au 6e étage, c'était compliqué, que chacun avait des opportunités de récupérer, mais qu'ils ne pouvaient pas parce que soit il n'y avait pas assez de ventes, soit ils n'avaient pas assez de stockage, quoi. Et du coup, on a trouvé un lieu, on a demandé aux élus de Montreuil de trouver un lieu, on n'a pas eu de réponse. Bessac était arrivé à cette époque-là. Et du coup, on a squatté un truc où là, on a pu du coup stocker les affaires de quelques bifins, une quinzaine à peu près, faire dormir quelques bifins qui étaient sans logement, quoi. Donc il y avait un lieu de vie en haut, un lieu de travail genre dépôt-vente. Avec une toute petite partie pour l'assaut, pour être présent, pour payer l'électricité, payer des trucs. C'était là, boulevard Chanzy, là. D'accord. Et un immeuble de la Matmut qui n'a pas donné de ses nouvelles pendant un an, puis un jour ils nous ont dit bon, mais qu'est-ce que vous faites? Donc on a eu une avocate assez fortiche, quoi, qui nous a été présentée par le DAL. Au début, comme il y avait des gens qui vivaient, on a dit à Matmut, on peut pas partir, il y a des gens qui vivent. Et quand on est passé au bout d'1 an au procès à Montreuil, l'avocate a dit non, en fait c'est un lieu de travail, c'est pas un lieu de vie.
On a regagné un an. Ensuite, j'ai voyagé en Colombie, en Argentine, au Brésil. Donc pendant cette période-là, j'ai pu comprendre qu'on n'était pas que des vendeurs, hein. Que le droit minimal qu'on demandait de vendre, c'est le premier droit, mais qu'en fait on était des travailleurs et donc on avait des droits au travail beaucoup plus larges que celui que juste d'avoir accès à un marché. Là tu parles de contact avec d'autres organisations. On avait déjà rencontré les Brésiliens, les catadors du Brésil, qui nous avaient fait comprendre qu'en fait, on était des vendeurs et que c'était bien, il fallait comme nous on savait déjà, que c'était bien ce qu'on faisait, c'était nécessaire. Je disais, mais vous êtes des travailleurs, vous avez des droits. Je fais, ah ouais, c'est vrai. Ensuite on a été invité par le pape, là, où là on a rencontré d'autres gens. Donc là, j'ai pu être invité au Brésil. Je suis allé au Brésil, revoir les catadors, où là, il y a tout un espoir, une espérance, qui sont cathos aussi, mais d'une société sans esclaves, ni exclus, avec une histoire assez ancienne, depuis 30 ans ou 20 ans, d'inclusion dans la gestion des déchets des récupérateurs. Bon, c'est des recycleurs. Du coup, on s'est dit, bah ouais, en fait, non seulement on est des travailleurs, mais en plus on est des travailleurs dissimulés de la gestion publique des déchets. On récupère des tonnes, on n'est pas payé, on permet d'augmenter le taux de réemploi et de recyclage et personne ne nous connaît. On va vendre à la ferraille et les industries de la ferraille reçoivent 50% de leur ferraille. Elle vient de la main de gens qui ont des camionnettes qui ne sont pas payés. Bref, en tant que travailleur, dans un pays de droit comme le nôtre, on était loin du compte, quoi. Ils sont payés au poids, mais pour autant, il n'y a pas de cotisation sociale derrière, donc du coup, il n'y a pas de retraite, il n'y a pas de protection sociale. Pendant le Covid, personne n'a à manger. C'est la rupture alimentaire, l'exploitation, enfin, c'est le Moyen-Âge, enfin, c'est la vie, le travail sans aucun droit au travail, quoi. Encore aujourd'hui, un biffin qui se blesse ne peut pas travailler, il crève de faim, quoi. Donc de là, moi je suis allé en Colombie ensuite, où en Colombie j'ai vu qu'il travaillait avec un chauffeur payé au poids de son camion, des trieurs payés au poids de ce qu'il y a dans le camion, enfin des collecteurs payés au poids du camion, avec toujours un accompagnement, un soutien des mairies quand même, ou de l'État, ou de la région. Il y a toujours une inclusion, il y a toujours un moment où on dit, bah tiens, oui, vous faites partie du truc. Donc on a vu que nous, on n'était pas dans ce cadre-là, mais qu'évidemment, c'était ça qu'il fallait demander. Il fallait demander le respect, l'inclusion, la reconnaissance. Et la reconnaissance pour un travailleur, c'est combien il gagne, hein. C'est le salaire, quoi, la reconnaissance. Un chauffeur, un camion, des collecteurs, des trieurs, ils travaillaient tous les jours et qui partageaient du coup l'argent, quoi. Une partie pour l'asso, qui vendait, et une partie pour les vendeurs eux-mêmes. Donc là, on s'est dit, super, à l'époque on avait 10 000 euros sur le compte, donc on a acheté un camion à 5 000 et on a commencé à collecter avec le chauffeur. Bon, tout ça c'était du travail d'économie populaire, pour pas dire informel. Donc en fait, ce qu'on gagnait, on partageait ce qu'on gagnait dans la vente, des trucs qu'on avait collectés ensemble. Donc le chauffeur et quelqu'un d'autre et un collecteur partaient pour collecter. Là, la collecte, c'est quoi? C'est auprès du particulier qui va débarrasser une maison? C'est ça, des gens nous appelaient. Éventuellement les encombrants, les choses comme ça. C'est ça, on allait récupérer tout ce qu'on pouvait dès qu'il y avait une opportunité, on allait chercher des trucs. Du coup, on a pu commencer à inventer une économie, inventer notre travail en fait. Et on a partagé en fonction de combien le chauffeur était en fixe, un taux horaire, le collecteur aussi, les trieurs et les vendeurs étaient payés en fonction des ventes. On a fait, on a gagné 1 000 euros, on a travaillé 100 heures, c'est pas compliqué, hein, ça fait 10 euros de l'heure, ou je sais pas combien. Il y a une part pour l'asso, une part pour les gars, puis on discutait de... l'argent sur la table, on s'engueulait ou pas, on disait on a fait comme ça, trouve là 2 euros de l'heure, 3 euros de l'heure, 4 euros de l'heure, 5 euros de l'heure, jusqu'à ce qu'on arrive à des sommes suffisantes pour dire on peut embaucher un salarié. Donc on avait un lieu de travail correct, avec de l'électricité, des lieux de réunion, des ventes, d'une boutique, on triait derrière, il y avait 20 parkings. On a été soutenu pour l'ouverture par un réseau de jeunes et de moins jeunes les anarchistes de Montreuil. À partir de notre activité là-bas, on est allé voir un adjoint au maire de Romainville, un vert, qui nous a dit Biffin, je sais pas, mais t'as vu, il y a un appel d'offres, il y a une ressourcerie qui va se créer à Bobigny, rapprochez-vous de ceux qui prétendent le faire.
Ils prétendent répondre au truc. Donc on s'est rapproché d'eux, on a dit nous les Bifins on aimerait bien avoir une journée de marché sur le site et tout. Puis bon, ils étaient en train de parler pendant des mois et des mois, ils étaient en train de parler des concepts de solidarité. Tout. Et donc on s'est aperçu qu'on était, comme c'est le cas, dans un monde où les pouvoirs politiques soutiennent des choses qui n'existent pas. Et que nous qui faisons le boulot, en fait on est opprimés. C'est des montages entre l'aide de la mairie, la volonté de la mairie de faire du réemploi pour diverses raisons. Et puis il y a une volonté politique qui vient de haut, qui trouve de l'argent, et ensuite il faut trouver des acteurs. Donc c'est vraiment. Donc il y a un acteur qui dit qui est au courant, qui fait oui, moi je Emmaüs, le réemploi, le recyclage, aider les gens au chômage, j'aime bien, ça me plaît. Ok, donc c'est des gens qui sont pas du métier, quoi. Donc ils sont complètement innocents sur c'est combien la tonne, c'est quoi le réemploi. Bon, mais c'est super que les gens participent et cette volonté-là. Mais ça exclut de fait ceux qui ne sont pas informés, ceux qui ne sont pas au courant de ces pistes budgétaires, et puis qui ne savent pas forcément, n'ont pas forcément une asso pour remplir un appel à projet. Donc c'est une frontière administrative qui empêche les Bifins de s'inclure dans le schéma public, quoi. Et du coup, là par exemple actuellement il y a 2800 salariés dans le réemploi. Ces associations font 10 000 tonnes par an en 2023, mais c'est les chiffres qu'on a connus en 2025, alors qu'il y a 5000 Bifins et ferrailleurs en Ile-de-France, soit quasiment 2 fois plus. Et qui font un tonnage monstrueux par rapport aux 10 000 tonnes du réemploi. Nous, par exemple, actuellement... 500 salariés dans le réemploi, c'est quoi? Ça peut être les collecteries, recycleries? Ouais, c'est ça, ouais, c'est les ressourceries, recycleries, ouais. Okay. Ouais. Alors nous, on avait, comme projet, à la base, on a envie que les travailleurs soient reconnus, les Bifins. Donc quand on a pu progresser, on s'est dit, les Bifins, ils sont payés 1005 net dès le premier mois avec 100% de mutuelle, parce qu'on est des travailleurs, on ne peut pas vivre avec des enfants à moins de 2000, quoi. Donc déjà, on s'est dit de manière... On était un peu zapatiste, autonome, on était contents de gagner nos vies, voilà, on était fiers comme les Bifins sont, quoi, fiers, c'est-à-dire dire on est indépendant, on est autonome, on gagne notre vie, et puis on s'est aperçu qu'il y avait des associations qui, elles, en faisant quasi beaucoup moins que nous, recevaient beaucoup plus, étaient plus soutenues, et donc du coup prenaient un peu le devant de la scène, et ça qu'apparaît, on recevait plus d'aide que nous, donc progresser, travailler dans des cadres meilleurs que les nôtres et tout. Donc on est parti de cette activité populaire. On a répondu à l'appel à projet du Sucom tout seul, parce que on voulait pas, voilà. Et on a gagné un projet institutionnel par le syndicat de collecte des ordures ménagères, basé sur et encore on avait diminué un peu la réalité de nos actions pour pas se planter trop, quoi. Donc on a gagné un projet institutionnel basé sur notre développement informel, quoi. Donc on était contents, on a pu s'installer à Bobigny et on avait déjà des salariés, on avait déjà 2 salariés, et on a pu du coup développer nos métiers, acheter plus de camions, et on devait faire 1500 tonnes en 3 ans, on en a fait 5000 en 5 ans. On devait embaucher 9 personnes, on a embauché 12, et voilà. Il y a des trucs qu'on n'a pas réussi à bien faire, comme s'inscrire dans les éco-organismes, tout ça, maintenant c'est fait. Voilà, donc on a pu commencer à exister, et avec les 5 camions, collecter toutes les ressourceries, les secours populaires, toute une bonne partie. Dans les éco-organismes, c'est quoi par exemple? Les éco-organismes, c'est des sociétés privées qui ont gagné les appels d'offres de la responsabilité élargie des producteurs. L'Europe demande aux pays de ne plus mettre en décharge ni d'incinérer, et de privilégier le réemploi et le recyclage. Ces objectifs européens qui sont jamais atteints en France, on est condamné chaque année pour non atteinte des objectifs, quoi. Et du coup, ces REP, responsabilité élargie des producteurs, reçoivent l'argent des consommateurs. Quand tu vas acheter un truc électrique à Darty, tu as une écotaxe, ça va à l'éco-organisme. Sur l'électrique, c'est écologique. Quand tu achètes un vêtement, ça va à Refashion, et Refashion collecte ces millions d'euros et a la mission de faciliter la collecte, le tri, les bonnes filières. C'est bien.
sauf que c'est encore des barrières administratives, même pour nous, pour toutes les assos, remplir toute cette traçabilité, c'est un calvaire, tu gagnes que dalle, tu passes des heures, faut avoir des tableaux Excel, tout noter d'où ça vient, à quelle heure, quelle quantité, c'est pénible, mais c'est le futur de la gestion des déchets. Donc quand on a gagné au SICTOM, c'était pour s'inscrire, et ensuite on a vu passer d'autres appels d'offres qui en ont répondu où il fallait être adhérent de ces éco-organismes, donc c'est une obligation publique quoi, d'intégrer. Or ces éco-organismes sont administrés par les gros industriels, bien sûr. Et en gros c'est... Le public paye pour que le privé ait plus de matos gratos. Et nous, en tant que collecteurs, on n'est jamais payé. Ni par Refashion, ni par écologique, ni par personne. On a le droit d'aller collecter. On est obligé de signer des trucs pour qu'on nous envoie bosser gratos. Quasiment. Il y a des aides, non pas à la collecte, à la tonne, comme on aimerait en tant que gestionnaire de déchets. La gestion des déchets, elle est à la tonne. Suez, Veolia, ils sont payés à la tonne. À la fin de l'année, t'as tant de tonnes, donc l'année prochaine, t'auras tant. Nous, on collecte 1500 tonnes par an. On a 0 pour nos collectes. Donc, tu as des voies alternatives pour être subventionné sur des projets. Mais c'est pas des aides au fonctionnement, c'est des aides à l'investissement. Il y a une crise du textile depuis 1 an et demi. Du coup, les associations n'arrivent plus à vendre leurs textiles. Et en Europe, la fripe française, le gisement français est de moins bonne qualité que ce qu'on voit dans les bornes Le Relais ou ailleurs, ce que les Français consomment et donnent. Moins bonne qualité que les Anglais, les Allemands. Et du coup, les sociétés anglaises et allemandes de tri et de revente aux fripiers livrent une meilleure qualité pour moins cher que ce que nous, notre industrie, nous rachète non trié en gros. Donc quand tu as livré, je sais pas combien, 50 centimes le kilo, donc il y a une... et puis il y a 1 million de tonnes par an de textiles qui rentrent en France, tu en as 250 000 de collectés, il en reste 750 000 qui partent on ne sait où. Aujourd'hui, il y a le marché de l'isolation qui devient une thèse de remplacement ou une ouverture Oui. Ouais. Oui. Bon, ensuite avoir des vêtements, des jeans à 5 € qui finissent en valeur de 5 centimes le kilo pour faire l'isolant, il y a quand même une grosse déperdition, mais c'est mieux que de mettre en décharge. En ce moment là, partout en France, on brûle, ce que les gens donnent, on brûle et les associations n'en veulent plus, donc c'est bloqué. Nous on demande depuis 10 ans, c'est-à-dire on est des collecteurs de déchets, donc on veut être inclus dans le service public des déchets. On leur a demandé ça parce qu'on voyait bien qu'il y avait 400 000 pour le réemploi et 1 milliard pour les déchets, donc à un moment il vaut mieux aller aux déchets, et que dans les déchets il y a des obligations, alors que dans le social c'est plus, si le gouvernement ne mène pas des politiques fortes pour l'emploi, comme il en a la responsabilité, le social reste toujours en galère. Voilà notre dure histoire pour se créer, d'où on part, comment on a fait et où est-ce qu'on en est aujourd'hui. Tout est difficile. Et aujourd'hui, on en est à combien d'adhérents à peu près? On est 700 adhérents à peu près chaque année. C'est les gens qui viennent à l'année sur le marché. Okay. Mais le seul marché actuellement qui fonctionne et qui tourne, c'est le marché de Croix de Chavaux de Montreuil. On demande depuis 15 ans, on demande à Monsieur Delanoë, Madame Hidalgo, les élus, mais ils répondent jamais. Complet, tous les 15 jours, c'est blindé quoi. C'est même bon, c'est trop blindé même. Trop blindé, oui. On a demandé à la mairie de Montreuil il y a 8 ans, 7 ans de dire demander au 20e de faire quelque chose quoi. Bon, ils ont refusé d'écrire. Ils ont refusé de demander à leurs voisins. Tu sais qu'il y a un conseiller du maire qui est en même temps conseiller du maire d'à côté. Les partis politiques, les salariés des partis, Pour donner un ordre de grandeur, quand on dit que c'est blindé, le marché, à chaque fois, c'est plus de 200 vendeurs, c'est ça Non, c'est à peu près de 200 vendeurs. À peu près 200 vendeurs. À peu près 5000, 6000 acheteurs, 20 tonnes présentées à la vente, voire plus. À 70% qui viennent des déchets, donc il y a 15 tonnes qui sont prélevées, qui coûtent moins cher au pouvoir public, sachant que c'est 200 € la tonne. C'est du réemploi et du recyclage, donc ça participe aux objectifs européens et français de réduction des déchets.
Et il y a, 40-50 000 euros d'inventés par les acheteurs et les bifins, qui vont dans la poche des bifins. Nous, ça nous permet de payer les 150 heures que ça demande de travail, lundi, mardi, mercredi, le camion, les salariés. Donc on est à l'équilibre, en gros, entre le travailleur formel et l'organisation des fédératifs, des bifins. Voilà, donc tu vois, à Lannou, là-bas, à la capsulerie, ils font 20-30 000 par jour au bénéfice de 1, 2, 3 personnes, là où ils vendent de la drogue, tu vois, à côté. Ici, on fabrique 2 fois plus en une journée pour 200 personnes. Et attention, sur les 40 000 vendus, 50 000 vendus, tu as plus de la moitié qui va être vendue, même les 2 tiers qui vont être vendus par des brocanteurs, par des fripiers, par des antiquaires. Ça repart à 5. On connaît toutes les semaines en France, il y a un article avec quelqu'un a trouvé dans son vide-grenier, quelqu'un a trouvé une poubelle, quelque chose du patrimoine, un truc qui valait 4 millions, tout ça. Donc on est les protecteurs de la planète et du patrimoine culturel aussi, quoi. Parce que si on fait un petit calcul rapide, de 200 vendeurs depuis 13 ans, un rythme d'à peu près de 2 marchés par mois, ça fait à peu près entre 50 et 70 000 vendeurs qui sont alors c'est souvent les mêmes, malheureusement. Oui, ça fait du monde. 200 personnes qui viennent 2 fois par mois pendant 12 heures. On considère que nous aussi, on fait pas de l'insertion, mais de l'inclusion. Et on a calculé que les ventes en elles-mêmes, avec 2 jours de marché, c'est 1 million d'euros d'inventés en 24 jours. On a montré qu'avec un marché, on pouvait avoir des salariés. Donc 2 jours par mois, 2 marchés par mois, ça crée 4 métiers formels. Ce qu'on a tous apprécié dans les marchés opus des bifins non organisés, c'est cette exceptionnalité de la non-exclusion. Tout le monde peut vendre. N'importe qui a le droit de vendre. Ça marche. Bon, nous, on interdit les clopes. Tu vois ce que je veux dire, c'est que n'importe qui peut venir quand il veut. Et pour les raisons qu'il a, et peu importe son caractère. Alors des fois il y a un mec qui est con à côté d'un mec qui est con aussi, qui s'engueule un peu, mais le lendemain, ils vont peut-être se retrouver à côté. Donc on a ce qu'on a voulu garder des marchés spontanés, c'est cette non-exclusion, cette un comme t'es. On s'arrange, des gens qui payent pas, d'autres qui payent moins cher, d'autres qui arrivent en retard, d'autres qui... On essaye d'être inclusif, quoi. Oui, garder une certaine souplesse dans c'est ça, exactement. Oui, quelqu'un qui est, tu vois, si quelqu'un arrive, on lui dit mais un mec traîne en France depuis 3 ans, il galère, il a pas un copec. Un jour, quelqu'un lui dit mais tu sais que tu peux gagner 10 euros pour bouffer en récupérant, tu peux aller à Croix-de-Chavaux. Le mec débarque. On lui dit bienvenue. On lui dit j'ai pas d'argent, j'ai pas de carte, j'ai pas d'argent. T'inquiète, vas-y vends. On va parler tout à l'heure. Puis s'il s'en va sans payer sa place, sans carte et qu'il revient pas, on est content quand même. C'est partie de ce rôle on essaye de garder on se doit, pour inclure, on se doit d'abord s'adapter aux problématiques des bifins avant de s'adapter aux règles de notre asso, comme c'est ce qu'on demande à la société. On dit avant, n'essayez pas de faire rentrer à coup de matraque qu'un bifin doit prendre un numéro de sirette et d'abord écoutez-le, acceptez-le et après les lois de la République seront respectées, mais d'abord il faut comprendre les contraintes, on peut pas demander. Tu vois, il y a des gens qui sont en logement social, qui ont vécu à la rue 10 ans, qui ont obtenu un logement social, ils sont handicapés, du coup ils ont des enfants. Et du coup ils ont rien du tout, ils viennent vendre pour gagner 300 euros juste pour bouffer ou pour payer les lecs ou payer le loyer, pas se faire expulser. Évidemment si cette personne on lui dit tu vends 4 fois par mois donc tu dois déclarer tes taxes, s'il va déclarer, il va perdre son RSA, son MDMH, il va se retrouver à la rue. Donc il y a cette crainte de beaucoup de personnes qui ont galéré et qui galèrent encore, de perdre le peu de sécurité qu'ils ont. On essaye d'avoir une tolérance comportementale, fiscale, associative, pour ceux qui ne peuvent pas, parce qu'il y a pas mal de bifins qui ne peuvent pas déclarer ou être salariés, donc pourtant c'est pas pour autant qu'ils n'ont pas le droit d'être avec nous et de travailler comme les autres, quoi. Combien de salariés aujourd'hui Là, on est 10, je crois. 10 salariés, d'accord. C'est 10 temps plein ou c'est comment ça? Non, il y a... oui, c'est...
Ouais, c'est 10 temps plein sauf les 2 cadres qui sont à 26 heures. D'accord. Ouais, 8 temps plein. Et combien de bénévoles gravitent à peu près autour de... Beaucoup, on doit être une dizaine à l'année. On cherche vraiment à montrer que le réemploi, le recyclage, c'est des métiers rémunérateurs et qu'on n'a pas besoin de service civique, de trop de bénévoles, que voilà, on essaye de prévoir l'avenir. Bon, même si le travail est dur, pénible, fatigant, dans la rue, dans le froid, mais bon, on est quand même content d'avoir un boulot, un salaire, tout ça, en attendant mieux, quoi. Donc là, tu l'as dit tout à l'heure, mais je reviens vite fait, donc Améliore participe et fait partie donc, de... Alors c'est l'Alliance mondiale des récupérateurs recycleurs, c'est ça hein? Ouais, c'est ça. Ouais. C'est ça. En anglais, ça donne Global Alliance of Waste Pickers, c'est ça ouais, c'est International Alliance of Waste Pickers. On fédère 500 000 membres, d'après les associations adhérentes, et on milite pour que les 23 millions de récupérateurs dans le monde soient reconnus, respectés. Ces 23 millions de récupérateurs, bon, c'est ce que tu vois, les images dans les décharges, c'est ça, ou dans les rues. Ces 23 millions de récupérateurs, ils apportent à l'industrie privée du recyclage 60% des matériaux dans le monde. Tu vois, en Ile-de-France, les ferrailleurs amènent 50% du tonnage, et comme ils trient mieux les déchets que les entreprises, enfin les métaux. C'est fait à la main, donc c'est ils ont besoin d'argent. Donc ils séparent le cuivre. Une entreprise, elle va mettre tous les métaux, la ferraille, elle va le vendre, elle va gagner 200, et puis elle revient. Un ferrailleur avec sa famille, il prend le temps de recycler pour gagner plus, donc c'est 70% du bénéfice des industries de la ferraille en Ile-de-France vient de travailleurs sans droit. Ouais, c'est important de rappeler ces chiffres-là quand même. Alors là, les projets pour Améliore, on va dire 2026 maintenant, c'est quoi un peu les projets ne pas faire faillite, déjà, parce que la situation est compliquée. Il faut qu'on change, il faut qu'on s'adapte, il faut qu'on recrée. Tu vois, on est parti petit à petit et puis à toute vitesse vers cette idée qu'on doit avoir des salariés, on doit être une centrale et tout, alors qu'au début on était plutôt une fédération. Donc je pense qu'on doit créer je pense que l'association qui travaille actuellement doit devenir une coopérative de travail, que l'association doit rester une association fédérative solidaire, et qu'on doit recréer un collectif de soutien informel pour faire des manifs, parce qu'on peut plus, depuis 10 ans, Améliore a fait des manifs, a demandé des subventions, a organisé des salariés. Donc ça pour les pouvoirs publics, enfin tu vois, le PS parisien par exemple, on a fait 10 manifs à l'hôtel de ville, jamais ils nous parlent. Juste parce qu'on leur dit on veut plus de social et plus de droits pour les travailleurs. Ils ne supportent pas, donc on ferait mieux de passer par d'autres structures. Il faut fédérer mieux les bifins, voilà. Il faut que les bifins d'ici, il faut qu'on développe le travail fédératif, on va développer le travail central, un peu comme les Emmaüs, on fait de l'argent dans la caisse, on redistribue, et les mecs bossent pour l'assaut, quoi. Je pense qu'il faut qu'on ait une méthode plus ouverte, plus fédérative de travailleurs. Donc là, on est en train de faire une cartographie des lieux de vie et de collecte et de travail et de vente des bifins, à pied, en vélo, en voiture, pour se fédérer, pour trouver des opportunités. Donc la corporation doit être mieux soutenue, et je pense que c'est un des rôles d'Améliore ou des membres d'Améliore de faire ça. Il y a ça. Obtenir des marchés pour vendre de la fripe, parce qu'il vaut mieux avoir des marchés pour vendre de la fripe à 1 € le kilo pour toute l'Île-de-France que de la balancer en tonnes. Donc c'est le moment de dire au pouvoir public, à la région, ensemble, donnez-nous 20 000 mètres carrés, on va vendre de la fripe. Il y a une urgence, c'est sûr. Voilà. Et une demande, une forte demande. Ouais. Alors certes, là, j'ai entendu à la radio la dernière fois qu'il y a une nana qui disait mais c'est super parce que l'Europe va investir des milliards et des milliards dans l'armement, donc par ricochet, ça va faire de la croissance en Europe, tout le monde va en profiter. Je pense qu'il y a urgence à développer une autre économie que celle des armes et de la guerre. Et le ruissellement de la guerre. Le ruissellement de la défense. Le ruissellement de la guerre. C'est moins pire que le ruissellement de l'esclavage. Mais, Ah oui, c'est vrai. Donc je pense qu'il faut... nous, Améliore, on est content de montrer que... Enfin, on est content. On rappelle qu'on va continuer à rappeler que dans la gestion des déchets, c'est là qu'il y a de l'emploi et de l'argent pour tous, pour peu qu'on ne le donne pas pour l'incinération et les privés. Mais que si on arrive vraiment à avoir un bifin par quartier, un petit marché par quartier, il faut qu'on progresse, quoi. Et on veut
L'objectif d'Améliore, c'est qu'il n'y ait pas un bifin qui soit en état de pauvreté et en état d'exclusion. Et puis peut-être qu'un jour, on considérera que tous les travailleurs de rue et tous les travailleurs ont besoin des mêmes droits que les salariés, quoi. Bon, mais ça, c'est aussi le travail des syndicats, donc peut-être qu'on continuera à défendre les vendeurs de maïs, les vendeurs de rue, les travailleurs informels, le mec qui bosse au black, voilà, il a besoin de sécurité, un maçon, un couturier à la maison, bah eux aussi ils ont besoin de plus de droits en tant que travailleurs. Voilà. Ce que je sais, c'est que les politiques répressives d'exclusion territoriale, sociale, économique sont indignes d'une société de droit, sont indignes de la gauche, mais ça n'en parlons pas, et coûtent cher au pouvoir public. Et on s'aperçoit bien que nos impôts ne devraient pas servir, je veux dire à Paris, en 15 ans, dans 18 ans de répression, ça a dû coûter 20 millions d'euros publics. Enfin, c'est une impasse. Il n'y a pas de solution dans la répression. Il faut que ces élus changent fusil d'épaule et commencent à écouter nos solutions qui sont viables. Donc effectivement, contre la misère, l'oppression, la pauvreté, il n'y a pas mieux que le droit au travail et les protections. Donc c'est ce qu'on fait. Adamou. Qu'est-ce qu'il a encore, Giorgio? Trouve-moi 3-4 mètres. Comment ça 3-4 mètres? Est-ce que tu as réservé? Oui, j'ai réservé, il y a la place là-bas. Ça, il y a des gens qui ont réservé. Montre-moi ton numéro de réservation. J'ai réservé, il n'y a personne. Giorgio, tu as réservé avec qui? Là-bas. Giorgio, tu fais à chaque fois le coup. Arrête avec ça, j'ai pas le temps. Je vais trouver une place. Viens avec moi, viens. Giorgio, j'ai 1 mètre ici. Je t'ai trouvé 1 mètre seulement avec les stands Améliore. C'est tout petit. J'ai pas d'autre. Si tu veux grand, il faut réserver en avance. J'ai réservé, il y a la place là-bas. Montre-moi ton carte de réservation. Montre-moi ton carte. Elle est périmée, Giorgio. C'est pas périmé. Il faut la faire. Tu sais très bien. Périmé. 5 € l'année. Là, j'ai qu'un place. C'est cher. J'ai qu'un mètre de place, ok? 6 € la place. Giorgio, 6 € la place. 10 € la caution. Tu laisses. Mais c'est cher. J'étais là à la fin. C'est tout petit. Il y a la place, il n'y a personne là-bas. Giorgio, j'ai pas le temps, ok? Écoute-moi bien. J'ai tout ça. Je ne l'ai pas périmé. Qu'est-ce qui se passe là? Il n'a pas réservé. Il veut des places comme ça. Oui, mais on va s'arranger, vous inquiétez pas. Giorgio, t'as ton chariot? Bon. Oui. T'as réservé? J'ai réservé. Mais non, t'as pas réservé, Giorgio. Fais voir ta carte que je rigole un petit peu, Giorgio. J'ai réservé pour là-bas. Passe-moi ta carte. J'ai réservé là-bas. 2019, Giorgio, on est en 2022, ta carte elle est périmée depuis 3 ans. Tu préfères aller porte de Montreuil, vendre à la sauvette et les flics qui vont embarquer ta marchandise, c'est ça que tu veux? Non, mais. Non mais quoi? Et puis arrête avec ton truc, c'est trop cher. 6 € le mètre, c'est à peine ce qu'il nous faut pour payer les salariés de l'association. Et encore heureux qu'on a des gars comme Adamou qui sont là en tant que bénévoles, hein. Sinon on serait dans la merde. Est-ce que tu as apporté le médicament? Quel médicament? Na hora pausa eu acho que... Tu contaste com o Duque de Pau tomou o primeiro ano. Pois, tá certo.